Une phrase et la salle s'est figée à Ouagadougou. Les festivals reçoivent des budgets visibles, tandis que la R&D reste souvent sous 1% du PIB, laissant des laboratoires sans matériel de base. Que perdons quand Ibrahim Traoré pose cette question calmement? Quand un continent exporte des matières premières puis importe des produits finis 10 fois plus chers, quand les jeunes ingénieurs partent faute de soutien et quand les algorithmes privilégient le sensationnel plutôt que l'apprentissage, ce n'est pas seulement une histoire d'image, c'est une architecture de dépendance. Ce qui suit n'est pas une dénonciation spectaculaire ni un manifeste idéologique. Il s'agit d'un démontage méthodique d'un déséquilibre devenu normalisé et de ses conséquences concrètes sur la capacité d'un pays à décider par lui-même. En 10 à 12 minutes, vous comprendrez pourquoi ce choix de priorité façonne directement l'emploi, l'innovation et même la dignité collective. À travers le prisme d'Ibrahim Traoré, le propos ne vise pas uniquement les acteurs extérieurs qui financent tout ce qu'ils jugent visible ou inoffensif. Il interroge aussi les gouvernements, les institutions et les sociétés africaines sur ce qu'elles ont accepté, parfois sans débat, parfois par confort. L'enjeu est immédiat. Un continent peut briller sur scène tout en s'appauvrissant en compétences ou investir silencieusement dans la connaissance et modifier durablement sa trajectoire. Cette tension n'est pas abstraite. Elle détermine qui crée la valeur, qui la capture et qui dépend des décisions prises ailleurs. La majorité des financements internationaux dirigés vers l'Afrique sont étiquetés culture, créativité ou image, tandis que la recherche scientifique et l'innovation restent durablement sous-financées. Dans de nombreux pays, les budgets consacrés à la recherche et au développement stagnent sous le seuil de 1% du PIB, un niveau insuffisant pour entretenir des laboratoires fonctionnels ou former des écosystèmes technologiques solides. Ce décalage, documenté par des organismes internationaux, n'est pas accidentel. Il s'inscrit dans une structure ancienne et répétée. C'est précisément ce point qu'Ibrahim Traoré a mis en lumière sans élever la voix. Il n'a ni rejeté la culture, ni nié sa valeur sociale. Il a posé une comparaison simple. Pourquoi l'argent circule-t-il facilement pour ce qui rend un pays visible mais disparaît lorsqu'il s'agit de le rendre autonome? Cette question agit comme un révélateur, car elle connecte des décisions budgétaires dispersées en un seul fil logique. Dans ce contexte, les universités manquent d'équipements de base, les projets scientifiques sont abandonnés faute de quelques milliers supplémentaires, et les jeunes chercheurs quittent leur pays non par désintérêt, mais par absence de soutien structurel. Parallèlement, les événements culturels bénéficient de caméras, de couverture médiatique et d'un discours constant sur le progrès et l'ouverture. Le contraste n'est donc pas entre culture et science, mais entre visibilité et capacité productive. En rappelant que la connaissance est le pouvoir, Ibrahim Traoré ne formulait pas un slogan. Il décrivait un mécanisme, celui qui influence ce qu'une société apprend, valorise et rêve, influence aussi ce qu'elle pourra produire et décider demain. Une fois cette logique comprise, le débat ne peut plus revenir à son point de départ. À quelques kilomètres des scènes éclairées, un autre espace raconte une histoire différente. Dans une université publique aux murs fatigués, un petit groupe d'étudiants travaille autour d'un tableau usé et de composants récupérés. Leur projet est simple en apparence, un filtre capable de purifier l'eau de pluie d'un village voisin. Ils ont testé, noté, corrigé. Les résultats sont prometteurs, mais le prototype reste fragile faute de moyens supplémentaires. Ce micro-cas n'est ni exceptionnel ni isolé. Il illustre un effet immédiat du déséquilibre évoqué plus haut. L'intelligence existe, l'effort aussi, mais la chaîne se rompt au moment du financement. Quelques milliers manquent
pour transformer une idée utile en solution déployable. Les demandes passent d'un programme à l'autre et la réponse revient inchangée, ce n'est pas une priorité. Pendant ce temps, la même année, un festival culturel attire des invités internationaux, des équipes de tournage et des budgets de communication conséquents. Personne ne parle d'injustice. Le mot utilisé est orientation. C'est précisément cette normalisation qui rend l'impact si rapide. Les jeunes observent ce qui est célébré, ce qui reçoit de la reconnaissance et ajustent leurs aspirations en conséquence. Ibrahim Traoré a évoqué cette réalité non comme une accusation morale, mais comme un signal d'alerte. Quand une société valorise la performance visible plus que la production silencieuse, elle façonne des trajectoires individuelles dès le départ. Les effets apparaissent tôt. Abandon de projet, départ vers l'étranger et perte de confiance dans la possibilité de construire localement. Le point clé est simple, ces choix ne produisent pas seulement des images, ils produisent au sommet des comportements. Et ces comportements, cumulés, déterminent ce qu'un pays sera capable de faire avant même de décider ce qu'il veut être. Tout commence par une observation répétée, presque banale. Année après année, des financements arrivent pour des projets culturels, des festivals, des campagnes d'images et des événements symboliques. Les montants sont visibles, les retombées médiatiques immédiates, les discours rassurants. En parallèle, les demandes liées aux laboratoires, à l'équipement scientifique ou aux bourses de recherche avancent lentement, fragmentées, souvent repoussées. Ce contraste n'explose pas d'un coup, il s'installe. Le déclenchement se produit lorsque cette logique devient cohérente aux yeux de tous. Les universités s'habituèrent à fonctionner avec du matériel obsolète. Les chercheurs apprennent à réduire leurs ambitions pour rester finançables. Les étudiants comprennent très tôt que l'excellence académique offre peu de reconnaissance publique. À ce stade, personne ne parle encore de crise. Le système fonctionne, mais à bas régime. Puis vient le point de bascule. Les ingénieurs formés localement commencent à partir en nombre. Non par rejet de leur pays, mais parce que rester signifie renoncer à exercer pleinement leurs compétences. Les projets appliqués, notamment en agriculture, en énergie ou en santé, s'arrêtent au stade expérimental. Les importations augmentent mécaniquement car ce qui n'est pas produit localement doit être acheté ailleurs, et souvent à un coût bien supérieur. La dépendance n'est plus abstraite, elle devient opérationnelle. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré intervient publiquement. Il ne désigne pas un ennemi précis, ni ne dramatise la situation par des formules excessives. Il relie les points. Il montre comment une accumulation de choix apparemment neutres crée une trajectoire collective. Lorsque l'on finance ce qui est visible et que l'on néglige ce qui est structurant, on fabrique un pays qui consomme des solutions au lieu d'en produire. Le propos est simple, mais il rompt un consensus tacite. Les répliques sont rapides. Certains saluent une parole enfin claire, d'autres la jugent trop rigide ou irréaliste. Des voix rappellent l'importance de la culture comme levier d'identité et de cohésion. D'autres soulignent que les financements extérieurs ne peuvent pas tout porter. Mais le débat a changé de nature. Il ne s'agit plus de choisir entre culture et science, mais de reconnaître un ordre de priorité implicite qui n'avait jamais été formulé explicitement. Sur le terrain, les effets continuent. Les jeunes observent cette discussion avec attention. Ils entendent qu'un dirigeant parle de laboratoire, de budget de recherche, de chaîne de valeur, sans jargon et sans colère. Pour certains, cela légitime des aspirations longtemps perçues comme marginales. Pour d'autres, cela met en lumière un coût jusque-là invisible, le temps perdu à ne pas construire. La ligne des événements ne se résume donc pas à un discours. Elle décrit une séquence: encouragement de la visibilité, affaiblissement de la capacité productive, prise de parole. Puis
Reconfiguration du débat public. Les choix faits après ce moment détermineront si cette parole reste un signal isolé ou devient le point de départ d'un réalignement durable. Le point de départ est connu et largement documenté. Dans de nombreux pays africains, les dépenses consacrées à la recherche et au développement restent inférieures à 1% du PIB, un seuil généralement considéré comme insuffisant pour maintenir un système scientifique fonctionnel. À ce niveau, les universités peuvent assurer l'enseignement théorique, mais peinent à financer des laboratoires opérationnels, des équipements modernes ou des projets appliqués continus. Cette baseline n'indique pas une absence d'intelligence ou de volonté, mais une contrainte structurelle durable. L'évolution devient visible lorsque l'on observe les effets cumulatifs de ce sous-investissement. D'abord, un premier signe apparaît, la fuite des compétences. Une proportion significative de jeunes scientifiques et ingénieurs formés localement cherchent des opportunités ailleurs, non pour des salaires et spectaculaires, mais pour accéder à des environnements où la recherche est matériellement possible. Chaque départ représente une perte sèche, des années de formation financées localement, puis une création de valeur captée par d'autres systèmes. Ibrahim Traoré a insisté sur ce point sans dramatisation, en rappelant que le problème n'est pas le départ en soi, mais l'incapacité à offrir une alternative crédible au retour. Ensuite, un autre signe se précise, la dépendance technologique. Lorsque la recherche appliquée stagne, les pays importent des solutions clés en main. Les matières premières sont exportées à faible valeur ajoutée, puis réimportées sous forme de produits transformés, parfois à des coûts multipliés par 10. Cette différence n'est pas uniquement commerciale. Elle traduit l'absence de maîtrise des étapes intermédiaires, conception, brevet, industrialisation. À long terme, cela verrouille la position d'acheteur et réduit la marge de décision stratégique. Enfin, un dernier signe s'impose, l'allocation visible des ressources publiques et parapubliques. Les budgets dédiés à l'image, aux événements et à la communication bénéficient souvent d'approbation rapide et de retombées médiatiques immédiates. À l'inverse, les demandes de financement scientifique sont fragmentées, conditionnelles et lentes. Le delta n'est pas toujours énorme en valeur absolue, mais il est décisif en signal. Il indique ce qui est jugé prioritaire et donc ce qui est encouragé socialement. Pris ensemble, ces chiffres racontent une histoire cohérente. Un investissement inférieur à 1% du PIB limite la capacité de production de connaissances. Cette limitation entraîne des départs, augmente les importations coûteuses et renforce la dépendance. Le système devient circulaire. Ce que souligne Ibrahim Traoré, c'est que cette dynamique n'est pas une fatalité économique, mais le résultat de choix répétés, parfois invisibles, parfois acceptés par inertie. L'enjeu des données n'est donc pas de prouver qu'un problème existe, mais de montrer qu'il est mesurable, traçable et réversible. À partir du moment où le diagnostic est partagé, la question cesse d'être technique. Elle devient politique et collective. Que décide-t-on de financer en premier et pourquoi? L'argument le plus fréquent en défense de la situation actuelle est simple et, à première vue, raisonnable. La culture serait un levier rapide de visibilité internationale, de cohésion sociale et parfois de revenus touristiques. Dans des contextes budgétaires contraints, financer des événements visibles permettrait de maintenir une image positive, d'attirer des partenaires et de soutenir des secteurs créatifs qui emploient déjà beaucoup de jeunes. Selon cette lecture, opposer culture et science serait une fausse dichotomie, car l'une préparerait le terrain symbolique pendant que l'autre mûrit plus lentement. Un second argument avance que la recherche scientifique est coûteuse, risquée et à rendement incertain. Investir dans des laboratoires, des équipements et des carrières longues
demanderait une stabilité politique et financière que tous les États ne peuvent garantir. Dans ce cadre, accepter des financements extérieurs orientés vers des projets culturels serait un compromis pragmatique. Il vaudrait mieux capter des ressources disponibles que de poursuivre un idéal d'autonomie difficile à atteindre à court terme. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils expliquent pourquoi le déséquilibre s'est installé sans résistance majeure. Toutefois, ils omettent un point central. La question n'est pas celle de l'existence de la culture, mais de sa fonction dans l'architecture globale du développement. Lorsque la culture devient un substitut durable à l'investissement productif, elle cesse d'être un tremplin et devient un écran. Les bénéfices symboliques ne compensent-ils pas l'absence de capacité à produire des médicaments, des technologies agricoles ou des solutions énergétiques adaptées? La réponse formulée par Ibrahim Traoré ne nie aucunement la valeur culturelle. Elle replace simplement la connaissance au sommet de la chaîne. Une économie qui ne maîtrise pas la recherche importe non seulement des produits, mais aussi des normes, des priorités et des dépendances. À moyen terme, cela réduit la marge de manœuvre politique plus sûrement que n'importe quelle contrainte extérieure. Ainsi, le débat ne porte pas sur un choix binaire. Il s'agit de déterminer si la visibilité est un outil au service de la capacité productive ou si elle en devient le remplacement. Une fois cette distinction posée, les arguments pragmatiques perdent une partie de leur force car ils justifient une adaptation permanente à la dépendance plutôt qu'un investissement progressif dans la sortie de celle-ci. Ce déplacement du regard marque un tournant dans le raisonnement. Jusqu'ici, le débat portait sur des budgets, des dénatores, des priorités et des institutions. À mi-parcours, une autre variable devient centrale, le temps mental collectif. Ibrahim Traoré introduit cette idée sans rupture brutale, mais avec une logique implacable. Si la connaissance est la base de l'autonomie, alors ce qui détourne durablement de l'apprentissage devient un instrument de pouvoir, même sans intention explicite. La révélation n'est pas technologique, elle est structurelle. Les téléphones, les plateformes et les flux de contenu ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ils constituent cependant l'environnement dominant dans lequel une génération apprend à désirer, à admirer et à mesurer sa valeur. Lorsque l'attention est saturée par des contenus courts, émotionnels et répétitifs, l'effort cognitif nécessaire à la recherche, à l'expérimentation et à la construction devient marginalisé. Il n'est pas interdit, il est simplement rendu moins attractif. Ibrahim Traoré relie alors deux niveaux souvent séparés. D'un côté, le sous-financement des laboratoires. De l'autre, un écosystème informationnel qui récompense la visibilité instantanée plutôt que la contribution durable. Ensemble, ces deux dynamiques produisent le même effet. Une société occupée à réagir, rarement encouragée à comprendre en profondeur. Le contrôle n'a plus besoin de censure. Il opère par hiérarchisation silencieuse de ce qui mérite l'attention. Ce moment médian change la nature de la question. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui finance quoi, mais de comprendre comment une société apprend à penser. Et cette compréhension ouvre directement sur les conséquences concrètes, mesurables, qui suivent. Pour les États, la première conséquence est budgétaire et stratégique. Quand la recherche nationale est insuffisante, les administrations achètent des solutions importées pour la santé, l'énergie ou l'agriculture. Ces achats coûtent plus cher sur la durée et réduisent la capacité à adapter les politiques du public aux réalités locales. La dépendance technologique limite aussi la négociation internationale. Un pays qui ne maîtrise ni brevet ni chaîne de valeur dispose de moins d'options lorsque les conditions changent. C'est ce cercle que Ibrahim Traoré a décrit comme silencieux mais structurant parce qu'il s'installe sans vote formel.
Pour les entreprises, l'impact est immédiat sur la compétitivité. Les PME et les acteurs industriels locaux manquent d'accès à la recherche appliquée, aux tests et aux partenariats universitaires. Résultat, innovation lente, coûts élevés et difficultés à monter en gamme. Les matières premières sont vendues brutes, puis rachetées transformées, ce qui comprime les marges et décourage l'investissement productif. Là où des écosystèmes de recherche existent, même modestes, les entreprises adaptent plus vite leurs procédés. Là où il manque, l'économie reste coincée dans des segments à faible valeur ajoutée. Pour les citoyens, les effets se traduisent par des choix contraints. Les étudiants brillants perçoivent rapidement les limites locales et orientent leurs projets vers l'extérieur. Ceux qui restent ajustent leurs ambitions. L'ascension sociale semble plus accessible par la visibilité que par la contribution scientifique, car la reconnaissance et les opportunités suivent cette logique. À long terme, cela influence la perception de l'utilité sociale. Créer de la connaissance devient moins valorisé que capter l'attention. Cette hiérarchie façonne des trajectoires individuelles avant même l'entrée sur le marché du travail. À l'échelle régionale, le déséquilibre fragilise l'intégration. Sans capacité de recherche partagée, les pays peinent à coordonner des réponses communes aux défis transfrontaliers: santé publique, sécurité alimentaire, adaptation climatique. Chacun importe des solutions conçues ailleurs, souvent incompatibles entre elles. Une région qui ne produit pas suffisamment de connaissances peine à peser dans les standards internationaux et à défendre ses priorités. Le coût n'est pas seulement économique, il est aussi politique. Ces quatre niveaux se renforcent mutuellement. Des États dépendants limitent l'espace des entreprises fragiles restreignent les opportunités pour les citoyens et l'ensemble affaiblit la région. En posant le problème en ces termes, Ibrahim Traoré n'a pas cherché l'effet de manche. Il a relié des conséquences dispersées en une chaîne lisible. Le point décisif est que ces effets ne sont ni abstraits ni lointains. Ils sont observables aujourd'hui dans les budgets, les carrières et les importations. Reconnaître cette réalité ne garantit pas une solution rapide, mais cela change la nature du débat. À partir de là, ignorer le sujet devient un choix explicite, avec des coûts connus. Si rien ne change vraiment, les priorités actuelles se maintiennent sans inflexion majeure. Les budgets culturels et de communication continuent d'être plus faciles à mobiliser que ceux dédiés à la recherche. Les universités fonctionnent à flux tendu, quelques projets pilotes survivent, mais sans effet d'entraînement. Les départs de compétences se poursuivent à un rythme stable. Le débat public reste ouvert, mais sans traduction budgétaire claire. À court terme, la situation semble gérable. À moyen terme, la dépendance se consolide par inertie. Dans une version plus favorable, on peut imaginer un rééquilibrage progressif. Sans rupture spectaculaire, une part des ressources va être redirigée vers des laboratoires prioritaires, des bourses ciblées et des partenariats appliqués. Les gouvernements clarifient leurs critères d'allocation et signalent que la connaissance devient un actif stratégique. Cette évolution ne transforme pas immédiatement l'économie, mais elle modifie les anticipations. Certains chercheurs choisissent de rester, des entreprises locales testent des collaborations et le message adressé à la jeunesse change. Dans cette configuration, la parole d'Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur plus que comme une directive. À l'inverse, si la réaction au débat prend la forme d'un rejet ou d'une polarisation, les priorités restent inchangées, mais la discussion est disqualifiée comme irréaliste ou conflictuelle. Les investissements productifs sont différés. La visibilité continue de primer sur la capacité. La frustration augmente chez les jeunes qualifiés et les départs s'accélèrent. Les importations s'alourdissent
et les marges de manœuvre budgétaires se réduisent. Dans ce cas, le coût de l'inaction devient plus visible, mais aussi plus difficile à corriger rapidement. Ces trois trajectoires n'ont rien de théorique. Elles dépendent de décisions simples, souvent discrètes. Quels projets sont validés en premier? Quels indicateurs sont valorisés? Quels signaux sont envoyés aux institutions éducatives? La question clé n'est pas de prédire l'avenir, mais de reconnaître que chaque choix actuel pousse le système vers l'un de ces chemins. Le cadre proposé n'impose pas une réponse unique, il invite à une discipline de décision. Si la connaissance est considérée comme stratégique, alors les arbitrages doivent le refléter, même progressivement. Sans cela, le scénario de base glisse naturellement vers le pessimiste, sans annonce formelle ni rupture visible. À l'échelle individuelle, le premier effet concerne l'orientation des choix personnels. Quand la recherche est perçue comme marginale et peu soutenue, les étudiants adaptent leurs ambitions bien avant l'entrée dans la vie active. Certains renoncent à des filières scientifiques exigeantes, d'autres les envisagent uniquement comme des passerelles vers l'étranger. Le message implicite est clair. L'effort long et discret est moins récompensé que la visibilité rapide. Cette perception n'est pas idéologique. Elle est issue de l'observation quotidienne des opportunités réelles. Pour les familles, la conséquence est plus diffuse mais tout aussi structurante. Investir dans des études longues devient un pari risqué lorsque les débouchés locaux sont incertains. Les arbitrages éducatifs privilégient alors des trajectoires jugées plus sûres à court terme. À mesure que ces choix se répètent, ils modifient la composition des compétences disponibles dans le pays. Ce phénomène n'est pas le résultat d'un manque de talent, mais d'un calcul rationnel face aux signaux envoyés par le système. Au niveau collectif, l'impact se manifeste dans le rapport au débat public. Une société qui valorise peu la production de connaissances dispose de moins d'outils pour évaluer des politiques complexes, comprendre des enjeux techniques ou contester des décisions mal informées. Le débat se simplifie, se polarise et devient plus émotionnel. Cela ne signifie pas que les citoyens sont moins capables, mais qu'ils sont moins outillés pour exercer une vigilance éclairée. C'est à ce niveau que le propos gagne en portée. En reliant priorités budgétaires, attention collective et trajectoires individuelles, la question cesse d'être abstraite. Elle touche directement la capacité de chacun à se projeter, à comprendre et à participer. Le coût n'est pas seulement économique, il concerne la qualité du choix, la confiance dans l'avenir et la possibilité de décider en connaissance de cause. Pour commencer, il faut clarifier la priorité. Les gouvernements doivent définir explicitement la recherche, l'innovation et la formation scientifique comme des actifs stratégiques au même titre que les infrastructures physiques. Cela passe par des lignes budgétaires lisibles, protégées des arbitrages de court terme, et par des critères publics d'allocation. Ibrahim Traoré a insisté sur ce point. Tant que la priorité reste implicite, elle reste négociable et donc fragile. Ensuite, l'enjeu est de cibler avec précision. Il ne s'agit pas de financer tout, mais de choisir quelques domaines à fort impact local. Agriculture appliquée, santé publique, énergie adaptée, technologie de transformation. Chaque domaine doit être associé à des institutions responsables, à des objectifs clairs et à des échéances qui restent réalistes. Le succès se mesure moins au nombre de projets lancés qu'à leur continuité dans le temps. Puis, tout repose sur les personnes. Les sans carrières scientifiques viables, les infrastructures restent vides. Des bourses, des contrats de recherche et des passerelles avec le secteur privé sont nécessaires pour retenir et faire revenir des compétences. Ici, la mesure est simple. Stabilité des équipes, réduction des départs contraints et capacité à mener des projets sur plusieurs années. Après cela, il devient essentiel d'agir aussi sur l'écosystème informationnel. Valoriser la science implique aussi de la rendre visible et compréhensible.
Cela signifie soutenir la médiation scientifique, intégrer la recherche dans les récits publics et reconnaître socialement ceux qui produisent de la connaissance. Ce n'est pas une question de prestige, mais de signal envoyé aux jeunes générations. Et pour finir, l'évaluation doit rester constante. Et chaque action doit être suivie par des indicateurs clairs, part du budget consacré à la recherche, nombre de projets aboutis, partenariats locaux créés, applications concrètes déployées. Sans mesure, l'intention reste déclarative. Cette feuille de route n'est ni radicale ni immédiate. Elle demande de la constance plus que des annonces. Ce que souligne Ibrahim Traoré, c'est que l'autonomie ne se décrète pas. Elle se construit décision après décision en acceptant que les résultats les plus décisifs soient souvent les moins visibles au départ. Le rappel se fait naturellement, sans effet dramatique. Il revient à cette salle universitaire discrète aux composants récupérés, aux prototypes fragiles posés sur une table usée. Rien de spectaculaire, mais une scène chargée de sens. Elle résume ce qui est en jeu lorsque l'on parle de priorité, non pas une opposition idéologique, mais la différence entre une idée qui reste à l'état de promesse et une idée qui devient réalité. Ibrahim Traoré a utilisé ce type d'image pour ramener le débat à l'essentiel. Derrière les discours sur la visibilité, les partenariats ou l'influence, il y a des choix concrets qui décident si l'intelligence locale est soutenue ou laissée à elle-même. Ce sont ces choix répétés et normalisés qui fabriquent soit une dépendance durable, soit une capacité progressive à décider. L'émotion ne vient pas de la colère, mais de la lucidité. Comprendre que le manque n'est pas celui du talent, mais celui de l'appui, change la lecture de toute la situation. Cela transforme une frustration diffuse en question précise. Qu'a-t-on accepté comme normal? Et pourquoi? La phrase clou tient en peu de mots. On ne construit pas l'avenir avec ce qui brille, mais avec ce qui dure. Elle ne condamne rien. Elle rappelle simplement que ce qui compte le plus est souvent ce qui se voit le moins au moment où l'on choisit de l'ignorer. À ce stade, il ne s'agit plus d'adhérer à un discours ni de rejeter une position. Il s'agit de décider ce que l'on juge normal et ce que l'on choisit de questionner. Le propos porté par Ibrahim Traoré n'impose pas une ligne unique. Il invite à déplacer le regard, à observer les priorités réelles derrière les déclarations et à mesurer leurs effets dans le temps. Chacun se situe à un niveau différent de cette équation. Les décideurs arbitrent des budgets. Les institutions éducatives orientent des parcours. Les entreprises choisissent d'investir ou d'attendre. Les citoyens, eux, accordent leur attention, leur temps et leur confiance à certains récits plutôt qu'à d'autres. Pris isolément, ces gestes semblent modestes. Additionnés, ils définissent une trajectoire collective. La question n'est donc pas seulement politique ou économique, elle est aussi culturelle au sens profond. Qu'est-ce qu'une société apprend à admirer, à encourager et à transmettre? Une société qui valorise durablement la connaissance se donne plus d'options. Une société qui privilégie uniquement la visibilité réduit les siennes, souvent sans s'en rendre compte. La discussion reste ouverte et c'est volontaire. Si la connaissance est un pouvoir, alors le premier acte consiste à en débattre lucidement. Selon vous, quels signaux devraient changer en priorité pour que l'autonomie intellectuelle cesse d'être un idéal abstrait et devienne une pratique concrète?